from the subterranean vaults of New York City. It's time to let your bones take over. It's time to drop to your hands and knees and crawl. It's time for the Cramps! La saga des Cramps dans le Trafalgar. Interior, superlative music critic extraordinaire, at this time announcing the following audio avalanche of ram charge boogaloo and topless strip-ear gyration. It's absolutely different. You'll hate yourself if you miss it. Bodier than Tobacco Road and earthier than God's Little Acre. Music of anti-social significance in scintillating stereo. You'll wince, you'll shudder, it will live in your memory forever! The Cramps! Eh ouais, c'est le temps des Cramps. Every horror film you've ever seen, every tortured body, severed limb, hideous creature has been preparing you for this moment, this one experience. C'est spécial et c'est dans le Trafalgar. Formé à Akron dans l'Ohio, ce groupe psychotique de rock'n'roll, The Cramps, que l'on peut traduire en français par douleur menstruelle, c'est la rencontre d'Eric Purkhiser qui fait monter dans sa voiture une autostoppeuse Christy Wallace. On est en Californie, milieu des années 70. Poison Ivy ne descendra plus de la caisse grisée par le luxe intérieur. Un groupe de légende est né au carrefour du punk, du rock garage et du rock'n'roll. Luxe intérieur se fera l'écho que rock'n'roll signifie baiser et rien d'autre. Ce rock'n'roll s'oppose à la musique rock, au rock pour adultes et à la centaine de termes marketing qu'on applique aux variantes soporifiques du bruit primaire et sans compromis auxquels les Cramps doivent leur existence. Poison Ivy est né à Sacramento, dernière d'une famille de 3 enfants. Son frère est guitariste. C'est lui qui lui transmettra les bases de son jeu unique et ensorcelant. La rouquine va être influencée en grande partie par Link Wray. Link Wray, celui qui en fait le plus avec le moins, l'inventeur de la Fuzzbox, qu'il créa en perçant des trous dans les haut-parleurs d'un ampli, lui faisant sauter la garantie d'Arty, certes, mais lui faisant décrocher la reconnaissance éternelle de tous les branleurs de guitaristes appuyant sur une pédale de distorsion. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Who, les Pistols, les Nirvana et certainement pas les Cramps. Fin des années 60, la Californie était l'endroit rêvé pour chevaucher la bicyclette d'Hoffman. Chimiste suisse et découvreur du LSD. Ivy affirme avoir pris à cette époque plus de 100 tripes par an, sans un seul mauvais délire.
Le secret de la longévité de la relation de Lux et Ivy, c'est une profusion d'intérêts qu'ils ont en commun. Ils adorent tous les deux la mode, la déco, le cinéma et surtout la musique. Bluffé par la collection de disques de Lux, il avait, lui, tous ces trucs incroyables dont je n'avais jamais entendu parler. Dans la collection de Lux intérieur, il y avait bien sûr en tête d'affiche les Pretty Things, les Shadows of Night. Après que Lux ait initié sa nouvelle partenaire à ses disques et à lui-même, le couple commença à sortir pour assister à des concerts à Berkeley ou à San Francisco. Avec une dégaine de la mort, Ivy était à moitié à poil et on pouvait aller backstage où on voulait d'ailleurs. On savait qu'on serait bientôt sur scène. The Cramps furent bien plus qu'un simple groupe, cocktail détonnant de bizarreries multiples. Ils ont développé un son propre matiné de référence à la pop culture américaine et à la cinéphilie horrifique d'après-guerre. Poison Ivy, guitariste des Cramps, est fasciné par un certain Lux intérieur, évidemment, a un mentor malgré tout, c'est Maria Montez, le cyclone des Caraïbes, la reine du Technicolor, objet sexuel de films d'aventure à petit budget, une séductrice latine pleine de fougue, ses performances de vamp à la chevelure de feu dans des films comme Cobra Woman en 1944 exerceront une influence durable sur le personnage scénique férocement sexy de Poison Ivy. Dans les années 70, Sacramento, petite ville avec la mentalité qui va avec, ne convient plus à Lux et sa dégaine à la Alice Cooper. Sans parler de l'étalage de chair affriolant d'Ivy. Ces deux oiseaux s'attirent l'attention de la flicaille locale. Pire, un harcèlement policier au point que Lux avait écrit Vip Vop sur son permis de conduire. Et à chaque fois qu'il se faisait arrêter, les flics lui braillaient dessus. Vip Vop, je devrais vous coller une prune, rien que pour ça. Commissaire Bistingo de la brigade criminelle.
Ivy rajoute d'ailleurs à ce sujet, les mecs n'arrivaient pas à encaisser, c'était comme si ça leur mettait les glandes d'écrire ça sur leur rapport, vip vop. En plus du harcèlement policier, Ivy et Lux commencèrent à se lasser des délires moralisateurs des hippies du coin. À Sacramento, ils étaient tous branchés magie, mysticisme et musique acoustique. Le rock and roll, ça faisait marrer tout le monde. Pour échapper au ricanement des poulets et la morale hippie, ils décidèrent de partir tous les deux pour l'Ohio. Nous sommes en janvier 1975. Medical deviant. He loves to operate on beautiful women. You will die, only to live again in a younger body. Then you can tell me if the operation was a success. You must have a psychopathic deviant in the hospital. Durant ce périple d'ouest en est, ils font un détour par le sud, Memphis exactement, où est mis en vente le fond du catalogue Sun Records, $1 les 6 singles. Et malgré la vétusté de leur break Chevrolet de 61, ils remplirent la voiture jusqu'à en casser les cieux. Nos intrépides chasseurs de vinyle venaient d'acquérir quasiment tous les singles de rockabilly jamais sortis sur Sun Records, soit près de 190 disques. Arrivés à Akron, leur chasse au vinyle repartit de plus belle. Lux décrivait la région de Cleveland comme la capitale mondiale du rock'n'roll. Cette abondance de musique, à la fois rare et excitante, entraîna Lux et Ivy vers de nouveaux horizons musicaux, tout en renforçant leur passion pour le rockabilly. Le légendaire écrivain du rock Nick Kent définit un jour le rockabilly comme la forme la plus primaire du rock, la plus brillamment illogique, la plus dingue et la plus poussée. Le rockabilly, surtout ses représentants les plus extrêmes et les plus primaires, allait fournir à Lux et Ivy une source intarissable d'inspiration. Cette espèce de rythme lourd et insistant avec une guitare et un mec qui a l'air de piquer une crise de nerfs, une tension contagieuse chopée par notre duo. Lux et Ivy venaient d'entendre avec clarté la parole des prophètes de Sun Records. Ils allaient devenir les missionnaires. Le rock'n'roll serait leur sainte écriture et leur chemin de vie.
C'est au hasard d'une publicité pour Chevrolet que l'homme que l'on a appelé successivement Eric, Angels, Raven et Vip-Vop se trouve le parfait surnom pour un rocker. Il deviendra de manière irrévocable Lux Interior. Over raspberry skies, fires of the shafts point to the heavens that this place has. You would swim all the way from Alcatraz to kiss my eyes, kiss my eyes. It lies on the horizon in a golden haze. No one believes their eyes, the legend says. Held hypnotized in a frozen gaze on kiss my eyes. Le rockabilly incarnait l'Amérique telle que Lux et Ivy l'envisageaient. En dépit de leur passion pour les vieux vinyles, ils n'étaient pas des nostalgiques musicaux. Pour eux, le véritable intérêt de cette musique résidait dans sa façon de repousser les limites de ce que la majorité des gens considéraient comme sain et acceptable. Bien que la scène du milieu des années 70, surtout hors Europe, saturée par les restes de la période hippie ou par du soft rock pour renifleurs de coke à la louche, quelques artistes suffisamment nerveux et excitants avaient l'énergie brute adéquate pour titiller leur palais. Beyond the horror of The Exorcist, deeper into the occult, the most shocking ordeal ever permitted on any screen. Witness the most shocking secret rites ever performed. Love Me Deadly. See beautiful Mary Wilcox, a creature possessed by demons, unable to escape her inevitable doom. Love me deadly. Kiss me deadly. De tous les musiciens extrêmes de cette époque, Iggy Pop était le roi. Lux lui sera d'ailleurs redevable d'une partie de son jeu de scène. Il y avait aussi les New York Dolls et étrangement Mark Bolan de T-Rex, dont le glam rock était dans la force de l'âge. Lux racontera: je me rappelle être allé voir T-Rex jouer à Cleveland. Mark Bolan devait facilement peser 130 kilos. Et il s'est ramené avec un costume de Batman, tout en frappant sa guitare avec une cravache. Je me suis dit, putain, ce mec est mon idole. À partir de là, l'idée de former un groupe m'est venue tout naturellement. Il sera conforté dans son idée après une virée au concert des New York Dolls, qui étaient eux aussi pris dans la spirale de la drogue et de l'alcool. Je me rappelle, dit Lux, avoir été frappé par le look du groupe autant que par sa musique d'ailleurs. C'était le jour de la sortie de leur premier album. On habitait Sacramento à l'époque, alors on est descendu en stop à San Francisco. David Johansen portait un t-shirt noir et blanc avec Marilyn Monroe et il était maquillé, fard à paupières bleues et noires et rouge à lèvres vif. À la fin du show, la sueur avait fait dégouliner le maquillage sur son t-shirt. Les deux guitares, c'est ça qui nous a influencé chez eux, enfin leur manière à eux d'utiliser deux guitares. On avait déjà vu jouer pas mal de groupes, mais personne n'avait fait ça avant. Il y avait toujours rythmique et solo à la fois. Pas cette espèce de va-et-vient, c'était la guitare à 3 dimensions. Le chemin de Lux était tout tracé. Après le concert des New York Dolls, j'ai su que c'était ce que nous devions faire. Je ne savais pas jouer d'un instrument, mais qu'importe. Eux non plus d'ailleurs. Lux écrira dans la jaquette de la compilation How to Make a Monster. En 2005, notre mission était de monter à New York et de devenir les nouveaux New York Dolls. On était sous l'influence de leur glamour et de leur jeu à deux guitares.
de leur forte empreinte de rhythm and blues, mais personne, ni les Yardbirds, ni les Stones, ni les Dolls, ni T-Rex n'avaient jusqu'alors utilisé l'ingrédient le plus mortel de tous, le rockabilly. Of pleasure and ended up having the time of his life. The last time. Winner of the International Terror Film Festival starring Brenda Vaccaro. Come to the house by the lake, but don't come alone. Rated R, under 17, not admitted without parent. She did it, yeah, she did it. Oh, on to me tight. I'm gonna treat you right, because I wanna rock, pretty baby, wanna roll all night, and then squeeze you a honey dip. De toute façon, qu'est-ce que de vrais rockers pouvaient faire d'autre? Comme le rappellera Ivy très souvent, on n'a pas vraiment le genre employé modèle et financer un mode de vie rock'n'roll de manière conventionnelle est souvent impossible. J'étais vraiment étonné que Lux ne soit pas déjà dans un groupe, car il ne pensait vraiment qu'à la musique et au sexe, et j'étais comme lui. Nous sommes fin 75, New York est sur le point de découvrir les Cramps. En 1975, New York est un vrai zoo d'un point de vue administratif. La ville est dans l'impasse. Les dépenses publiques inconsidérées ont amené la ville au bord de la faillite. Les services publics sont coupés, la ville se remplit de tas d'ordures, tandis que des hordes de grognards traumatisés rentrent du Vietnam, clopinant, errant sans but au milieu des junkies et des prostituées. On s'attendait à trouver une subculture rock'n'roll bien en place. Au lieu de ça, on s'est retrouvé dans une ville remplie d'ordures avec des gens qui voulaient devenir acteurs ou danseurs. Rien ne ressemblait à une terre fertile. Elle était plutôt fétide pour le rock'n'roll. Malgré ça, notre duo Lux et Ivy ne perdent pas la foi. Leur folie à deux, comme ils le répéteront par la suite, l'envie profonde de fonder un groupe est plus fort que tout le reste. En dehors des New York Dolls, c'est un article de Roxanne parlant du bientôt légendaire CBGB qui avait provoqué leur décision de venir à New York. Le CBGB ouvre en 73 en dessous d'un hôtel miteux du Bowery. À la base, c'est un rad pour Marine et Hells Angels en virée, un endroit qui sent la pisse et le désinfectant. Au début, le club, restant fidèle à ses initiales, n'accueille que des groupes de country, bluegrass et de blues. Mais en 75, Terry Hork, manager de Television, convainc Hilly Crystal, le proprio, d'organiser un concert de rock un dimanche. L'endroit ne sera plus comme avant. Les premières perfs de Television, le club servira de tremplin à Patti Smith, Blondie, Talking Heads et bien sûr les Ramones. On les a vus au CBGB, ça nous a influencé, dira Ivy. Suicide de Vega aussi. C'est cet endroit magique qui nous a fait. Je voulais un groupe qui foute vraiment les foies, dit-elle, mais je ne savais vraiment pas quelle forme ça prendrait. Notre identité était encore plus indéfinissable que certains trucs qu'on écoutait. Alors on s'est simplement glissé dedans, plutôt une performance artistique qu'un concept. On s'est appelé The Crowns, c'est Ivy qui suggérera ce nom parce que c'est un truc douloureux, très violent et dont on vient difficilement à bout. La gestation des Cramps fait encore un bond en avant. Le 20 février 1976, Lux se rend dans un magasin de disques
où le proprio est impressionné par la connaissance encyclopédique de Lux. Et il le convainc de bosser dans l'endroit et il lui présente son collègue de travail, un gars de Détroit qui voulait devenir graphiste sur New York, Greg Beckerleg. Ces deux gars-là, Greg et Lux, se découvrent les mêmes goûts et les mêmes aspirations. Lux présente Greg à Ivy et il est emballé sur l'idée de fonder ce groupe le lendemain. Ce fameux Greg les étonne par son zèle. Il s'était rendu chez un prêteur sur gage, achetant une guitare Giannini sur laquelle était écrit au pochoir The Crumbs. Il s'était aussi trouvé un nom de scène, Brian Gregory, trouvant ce nom sonnant plus star de cinéma. Ni Lux ni Ivy n'eurent le courage de lui dire que ils le voyaient plutôt comme bassiste des Cramps et non pas comme guitariste. And Poison Ivy and Lux Interior are here for tonight's edition of Collector's Choice. The Cramps have just completed another successful tour of Britain. Was this your third or fourth? Fourth, I believe. And then we did some one-off gigs, you know. They like flew us all the way to here and back because I guess they thought we were exotic, but yeah, well, just about a year ago we flew here for one date. We went 10 hours on a plane from Los Angeles and then a 6-hour drive, and we jumped on stage, played, came off stage, took a shower, drove 6 hours, and then flew 10 hours back to LA. I still haven't gotten over it. Le couple Lux et Ivy décidèrent quand même finalement de se passer de bassiste. Ils joueraient donc avec deux guitaristes. On jouait une musique tellement rythmique, on ne voyait pas en quoi finalement une basse était indispensable. En juin 76, les Cramps deviennent un quartet avec l'arrivée de Pam, la sœur de Brian, à la batterie, qui adopte le sobriquet de Balam. Le proprio de Music Maze, le magasin de disques où Greg et Lux travaillent, leur met à disposition le sous-sol du magasin pour répéter. C'est le début des expériences Cramps. 1976, le premier morceau des Cramps s'en répète dans les sous-sols du Music Maze. Le magasin de disques où Lux est employé s'appelle Quick Joe Small. C'était, dit-il, la première fois qu'on essayait de jouer un morceau avec un groupe. On avait acheté un kit de batterie Stewart, financé en grande partie par Ivy, qui travaillait alors comme serveuse dans un bar à cocktail, un job qu'elle détestait d'ailleurs. Et ce ne fut pas le cas quand elle décrocha par contre une place comme dominatrice au Victoria, un salon de bondage dans un quartier de Manhattan, où se concentraient les grands bureaux et les commerces. Ses clients, des businessmen fortunés, voire des politiciens. Et comme dit Ivy, quand je vois quelqu'un de super puissant à la télé, je pense, que demande-t-il comme déviance dans un de ces endroits de luxure? Ce boulot, en tout cas, contribua grandement à améliorer les finances des Cramps. Dans la compilation How to Make a Monster, sortie en 2004, on trouve quelques morceaux issus des démos de la période Music Maze. Et on distingue déjà le son unique du groupe. La mauvaise qualité des enregistrements étouffe parfois la guitare de Brian ou la batterie de Pam, sa sœur, mais la précision des solos d'Ivy est déjà audible sur Sunglasses After Dark ou la reprise de Roy Orbison, Domino.
Au-delà de l'autorité vocale de Lux, un style Iggy Popesque, barytonnant, et du jeu culte de Brian, c'est vraiment le jeu rockabilly intersidéral d'Ivy qui allait incarner le son des Cramps. J'ai appris, dit-elle, toute seule. Vous seriez surpris de ce qu'on peut apprendre en écoutant un tas de disques, en regardant les autres jouer et en traînant avec des musiciens. C'est plus original que de recopier le geste de quelqu'un qui vous dit « fais ça ». On trouve aussi des sessions Music Maze, Love Me de Jerry Lott, TV7 et Subwire Desire. Qui sortira sur Psychedelic Jungle sous le titre Under the Wire. Autre reprise d'essai, Two-Head Dog de Rocky Erickson et Beat On de The Brats des Ramones. Les répètes, le matos, tout va bien pour les Cramps. Seul bémol, Pam décide d'arrêter avec le groupe et de rejoindre Détroit. Heureusement, Pam avait une coloc dans son appart de l'East Village. Myriam Lina, une Canadienne qui veut devenir journaliste, qui va suivre le trio depuis un bout et qui reprend les baguettes. Un jeu de drummeuse à la Maureen Tucker, batteuse du Velvet Underground. Victims already endured to their final beats. No money, no. La lourdeur que la Miss donne à son rythme, apportant un sentiment d'angoisse crépusculaire en suspens pendant que Lux part dans des élucubrations vocales sinueuses chargées de désespoir. Une fascination de Lux et Ivy pour le rock'n'roll, l'horreur et le cinéma engendra leur identité sonore tellement unique. Pour Ivy, ce fut comme un processus naturel. Le rock, les comics, les films d'horreur à dessous, tout ça c'est la même culture. Je ne les conçois pas comme des choses séparées. Fin de l'année 76, les Cramps sont encore le plus abouti des groupes qui s'accumulent sur la liste d'attente de CBGB ou du Max Kansas City, un club branché de Manhattan qui, depuis sa réouverture en 75, surfait sur la vague punk montante. Ivy détonnait déjà pas mal au milieu des poulettes en jean denim qui tournaient dans la scène punk. Son job de dominatrice fétichiste, d'où les fringues, ses cheveux roux et ses yeux noirs de Cole, un look de bad girl de série B, et Lux, qui avait l'air surnaturellement grand, portait des vêtements noirs, avait les cheveux noirs corbeaux et le teint très pâle. Il ressemblait vraiment à l'assistant du docteur Frankenstein. Contrairement à tous les pigeons aux cheveux laqués en pique qui se prenaient pour Richard L., rien que pour ça, Lux et Ivy n'auraient jamais pu passer inaperçus dans n'importe quelle scène. Brian Gregory non plus d'ailleurs, même avant qu'il ne se déteigne les cheveux et qu'il commence à porter des os de poulet comme apparat, son physique malingre, son visage marqué et sa coupe de cheveux anguleuse le démarquaient vraiment du Pékin moyen. Flanqué derrière son kit de batterie
Myriam, elle, la Canadienne, avait l'air d'un gnome dont on ne voyait que la tête et les épaules. En tout cas, on ne se risquait pas de confondre notre quatuor avec les Doobie Brothers. À force de traîner au CBGB, Lux et Ivy avaient fait la connaissance des Dead Boys, un groupe originaire de Cleveland, au sein duquel on retrouvait d'anciens membres du groupe proto-punk mythique Rocket from the Tomb, que David Thomas avait formé en parallèle de son groupe Père Ubu. Les Dead Boys étaient menés par Steve Battor, qui s'était fait une réputation dans la scène punk new-yorkaise par son comportement indécent et ses manières de loupard cradingue. Ivy décrira Steve comme quelqu'un de particulièrement jeté, avec le sens de l'humour le plus malsain qu'elle n'ait jamais rencontré. Une légende raconte qu'on le surnomma Masturbator, jeu de mots pour masturbateur, suite à sa contribution personnelle à l'amélioration de la sauce chili du CBGB. Musicalement, les Dead Boys se situaient entre les Ramones et les groupes de la vague anglaise comme les Damned. Le 1er novembre 1976, les Dead Boys invitèrent les Cramps à faire leur première partie au CBGB. Le show devait aussi leur permettre de se faire booker quelques dates par le maître des lieux, Hilly Crystal, qui était connu comme étant exigeant. Quand le grand jour arriva, les Cramps étaient tellement déterminés à bien faire les choses qu'ils torpillèrent eux-mêmes leur son. Lux racontera, on a changé des cordes des deux guitares juste avant de monter sur scène, pour éviter évidemment qu'elles ne se cassent pendant le show. On ne savait pas accorder les cordes, alors on a joué avec un son bizarre, complètement merdique. Alligator. Now I've found success, and I paid my due. Well, if it can't find my mind, I've got a crystal ball. Hilly Crystal les traita de guignols et insista sur le fait qu'il ne les programmerait jamais. C'était un vrai naufrage. Ils étaient quasiment au bord des larmes, dira Peter Crowley, qui bookait des groupes comme pour le Max Kansas City et qui les invita à jouer au Max après avoir dégoté un accordeur. But I can't find my mind. Le groupe signa pour 2 shows par semaine pendant 1 mois. Le contrat commençait le 21 novembre 1976. Ils avaient maintenant l'opportunité de se créer un noyau solide de fans et qui sait, avec un peu de chance, un club de Manhattan serait leur rampe de lancement. No matter what I do, I still can't find a clue. That's right. Le premier show que les Cramps donnèrent chez Max fut en première partie de Suicide. Ça paraît un peu fou d'avoir fait jouer ensemble 2 groupes si différents. Les Cramps et leur punkabilly sautillant et déjanté s'accordaient apparemment mal à l'électro-noise de Suicide. Les 2 groupes avaient pourtant beaucoup en commun. Ils étaient des outsiders et leur musique atypique garantissait des réactions de cœur au sein du public. Depuis leur début, 4 ans plus tôt, au Mercer Art Center, Suicide était certainement plus habitué à susciter l'enthousiasme aussi bien que le rejet le plus brutal. Les boucles de reverb et le style plutôt agressif d'Alan Vega, quand il s'adressait au public, n'avaient jamais fait l'unanimité. Néanmoins, ceux qui aimaient étaient vraiment à fond. Far away in Africa,
They all come from near and far. Même si les performances relevaient moins du test de résistance, les Cramps allaient bientôt connaître la même dynamique de popularité. The jungle hop. Peter Crowley, qui bouquait les shows chez Max, croyait fermement que les visions du rock'n'roll radicalement opposées des deux groupes allaient cartonner sur la même affiche. C'était la rencontre du sommet, dit-il. Vous aviez d'un côté la version des Ploucs et de l'autre la version Times Square. Hey, now they dance and do the bob. They rock all night to jungle hop. On a très souvent ouvert pour Suicide, dira Lux. On n'arrivait pas à y croire tellement c'était flippant parfois. Le Max devint un chaudron dans lequel les Cramps affinèrent leur son, leur contrat se prolongea jusqu'en 77. Leur set commençait à être bien rodé et bientôt leurs premiers morceaux comme TV7 ou Sunglasses After Dark furent agrémentés par Don't Hit Stuff on the Sidewalks et Jungle Hop, qui par ailleurs ne seraient pas couchés sur le vinyle avant 1981 et la sortie de Psychedelic Jungle. Au fur et à mesure des concerts, ils ouvrirent aussi pour Blondie et Mike DeVille et un petit noyau de fans se constitua. Ils apparaissaient en tant que gang de rue dans un film du réalisateur Amos Poe qui, impressionné par leur look, les fait passer dans une scène de son film The Foreigner. On retrouvait aussi à l'affiche Deborah Harry de Blondie. En avril 77, les Cramps donnèrent 2 concerts majeurs. En première partie des Ramones dans un club de Long Island. Au My Father Place, les Ramones, signés par Seymour Stein sur le label Sire, ont sorti 2 albums, fait sensation en Grande-Bretagne et bouclé leur première tournée américaine. Bien qu'ils soient loin d'être aussi populaires chez eux qu'au pays des Pistols et des Clash, avec l'été punk qui approche, les Ramones sont pressentis pour devenir les chefs de file de cette nouvelle vague. Les Ramones aimaient tellement la reprise des Trashmen Surfing Bird qu'ils en firent leur propre version sur l'album Rocket to Russia en 77. Well, everybody's heard about the birds. Lux dira de ce qui est cool avec les Ramones, c'est qu'ils ont demandé la permission de le faire. L'amitié entre les deux groupes, qui devait durer presque 30 ans, fut cimentée par les 2 shows au CBGB en avril 77. Wayne Robbins, qui couvrit l'événement pour Cream, écrira « Les Cramps jouent la même musique que les cafards de mon appart en plein jam session avec mes casseroles à 4h du matin. » On lira aussi dans le New York Rocker que les fans des Ramones traînaient au bar, agacés par leur jeu minable. En fait, la plupart de ces chroniqueurs ne savaient pas quoi faire avec les Cramps. Pour certains, le meilleur nouveau groupe sorti du CBGB depuis plus d'1 an. Pour d'autres, disaient que c'était une espèce de parodie rockabilly revival. Lux déclara à ce sujet: quand on a commencé, certains ne comprenaient pas, ils n'avaient pas de petite case pour nous, alors ils se sont dit, en fait, ils se moquent du punk rock. C'est le genre de personne qui a pris les Shadows of Night et le Velvet Underground pour des bouffons avant nous.
Ivy dira « Je ne pense pas que notre musique convienne à tout le monde. C'est une musique différente pour ceux qui se sentent différents et ceux qui ont l'impression d'être des marginaux. Ceux qui se marrent ou qui nous trouvent kitsch n'ont pas idée de la réalité qu'incarne notre musique. La parodie s'adresse d'abord à nous. Les gens se prennent vraiment trop au sérieux. On ne se moque certainement pas du rock'n'roll, c'est plutôt une sorte de célébration. On se tourne nous-mêmes en dérision et je pense que tout le monde devrait savoir faire ça. Il y avait plusieurs raisons à l'incompréhension dont les Cramps faisaient les frais. Lux, en particulier, ne se prenait pas au sérieux et croyait beaucoup à l'aspect spectacle d'un concert. Ça allait de la tentative de cunilingus à un verre jusqu'au trou dans le plafond à coups de poing. À une époque où le nihiliste dénué d'expression était la règle au sein de la scène punk, toute tentative de divertissement était considérée comme une hérésie. Qui plus est, dans les années 70, le rockabilly était perçu comme une forme d'expression obscure et dégénérée pour pecnos et dentés. Et la plupart des branchouilles de New York n'y voyaient qu'une tentative foireuse de revival. D'autres portèrent leurs attentions sur l'imagerie kitsch des films d'horreur de série B dont s'inspiraient les paroles des Cramps. Ils commencèrent à employer le mot trash, dans le cas présent signifiant blague, Camelot, en parlant du groupe. Cette appellation devait laisser Lux perplexe, au moins autant que les accusations de parodie. Je ne sais pas vraiment ce que trash signifie, mais c'est ça qui est intéressant. C'est un terme magique, un peu fourre-tout. Ça évoque autre chose que des ordures. C'est la vraie nature de l'existence, quoi. Ce concept de percevoir la valeur de ce que la majeure partie des gens rejettent sera le pivot central de la philosophie de Lux et Ivy, comme l'attestent les paroles de leur reprise des groupies Primitives. What I respect, you just can't see. Tu ne peux pas comprendre ce que je respecte. Les Cramps. What I don't know can never hurt me. I live a life that's working for me. What I respect, you just can't see. What you expect, I'll never be. Primitive, that's how I live. Primitive, I take what you give, 'cause I love and I live. Après les concerts avec les Ramones, les Cramps se posèrent afin d'enregistrer quelques morceaux dans un studio new-yorkais. C'est Richard
Robinson, qui avait lui travaillé avec Lou Reed, les Flaming Groovies, qui étaient à la production. Roxanne, son magazine qu'il avait créé avec sa femme Lisa, était déjà une lecture de Lux et Ivy quand ils vivaient à Akron. Ce magazine faisait partie des trucs qui nous ont motivés à bouger sur New York et à monter un groupe. Richard nous a emmenés au Bell Studio, mais le résultat n'était pas au rendez-vous. On n'était pas encore tout à fait prêt. La sauce n'avait pas encore pris avec le line-up de l'époque. Take what you give, 'cause I love and I live. La vision de Robinson quant à la manière dont le groupe devait sonner s'éloignait plutôt de ce que voulaient Lux et Ivy. Le résultat ne ressemble donc pas vraiment à celui des sessions Music Maze enregistrées un an auparavant. Le mois suivant fut marqué par leur première tête d'affiche au CBGB. Myriam Lina quitta le groupe dans la foulée. Elle jouera après dans les Zanties, les A-Bones par la suite. Chair, but